Ici Radio-Canada. Le démon du midi, c'est le bonhomme de 45 ans qui voit quelque chose d'attrayant, qui court après. D'être en public avec quelqu'un qui est plus jeune que vous peut vous faire sentir plus jeune. Mais d'être en intimité avec quelqu'un qui est plus jeune que vous peut vous faire sentir plus vieux. Un individu qui veut rapidement se retrouver dans la peau d'un jeune, il est capable de le faire. J'ai passé les 5 dernières années, entre 15 à 17 ans. J'ai essayé de monter à 18 ans. Alors, du côté de l'érection, est-ce qu'il y a eu des modifications avec l'augmentation de dose? Moi, je dirais même la durabilité, la rigidité. Si, admettons, avec l'andriole, je fonctionne mieux, mais je continuerais, malgré que ça pourrait m'amener à un autre genre de maladie qui est peut-être moins importante, admettons. Bonsoir, ici Alain Gravel, bienvenue en jeu. Cette semaine, le secret le mieux gardé des hommes, l'andropause. Et le démon du midi, pourquoi les hommes ont tant besoin de se rajeunir lorsqu'ils atteignent un certain âge, par exemple en se retrouvant avec des femmes beaucoup plus jeunes qu'eux. L'automne, c'est une très belle saison, mais le problème, c'est qu'elle finit toujours par faire place aux rigueurs de l'hiver. On n'y peut rien. C'est comme nous les humains. La jeunesse, c'est bien beau, mais inévitablement, après avoir accumulé 50 printemps, c'est l'automne de la vie qui s'installe. Mais heureusement, il y a peut-être quelque chose à faire. Chez les femmes, depuis des années, la science tente de faire reculer la nature en leur facilitant la période de la ménopause. Chez les hommes, on a longtemps cru que la cinquantaine, c'était l'âge idéal, l'âge du pouvoir, de l'accomplissement. Or, on se rend compte aujourd'hui que les hommes aussi ont des problèmes d'hormones. Ça s'appelle l'andropause. À nouveau, les compagnies pharmaceutiques pensent avoir trouvé le remède miracle, une toute petite pilule pour éviter que les feuilles ne tombent trop vite. Les gros travaux, là, avant, moi, ça n'avait jamais été un problème. Au contraire, j'étais très enthousiaste devant des gros projets. J'ai toujours aimé les gros projets, premièrement. Mais il y a 2 ans, là, les gros projets là, me mettaient à terre un qu'à y penser. Le projet de l'été pour les Marillon, c'est l'installation d'une nouvelle piscine. Et Hubert Marillon, malgré ses 49 ans, tient à faire lui-même une partie des travaux. À le voir pelleter comme ça, il est difficile de croire qu'il y a un peu plus d'1 an, il avait l'impression qu'il était un homme fini. Ça a commencé à peu près il y a 2 ans. Ça avait été progressif, mais je commençais à être fatigué. Beaucoup de perte d'énergie, perte de concentration dans mon travail. La nuit, beaucoup d'insomnie, des malaises aussi au niveau des articulations musculaires, comme de l'arthrite dans les mains, tout ça. Et puis autrefois, j'avais rien. Et puis là, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Je pensais que j'étais atteint d'une maladie incurable. C'est quelle heure exactement? C'était à 16h40, mon rendez-vous. Sa femme, Nicole Rondeau, est infirmière. Elle l'a amené voir un endocrinologue parce qu'elle soupçonnait un problème hormonal. En plus de ses problèmes de santé, son mari avait aussi des problèmes d'érection. C'est peut-être les premiers symptômes aussi qui se manifestent d'une façon observable. C'est un signe observable, oui. Il y a une diminution au niveau de la sexualité. Au niveau du désir même, là. Oui. C'était plus la même vie de couple qu'avant. Ah non. Ça s'est complètement modifié, diminué. Entrez vous asseoir. J'ai consulté 3 médecins en tout pour en arriver à Dr Mayotte. Là. Il m'a diagnostiqué que moi, j'étais dans la phase d'andropause puis que j'avais besoin d'une hormonothérapie. Mon énergie est meilleure, elle est plus stable. Sauf que peut-être par petite occasion, il y a des petits ratés dans la journée, au courant de la journée. Puis des chaleurs aussi qui me viennent momentanément. Les chaleurs que vous avez, est-ce que c'est quand vous faites un effort, quand vous travaillez? Pas ou nécessairement. assis tranquille? C'est une chaleur un peu spéciale qui arrive. On dirait que c'est au niveau du front que ça se passe. Bonjour. Je vous mets ça à la caisse. Au Québec, environ 2000 hommes prendraient des hormones, principalement de l'andriole, de la testostérone en fait. C'est dans leur sang qu'on a vu qu'ils produisaient moins de cette hormone. Mais attention, c'est la majorité des hommes qui, dès la quarantaine, subissent une telle diminution. Ce que ces 2000 hommes à qui on a prescrit de l'andriole avaient en plus, ce sont plusieurs symptômes qui s'apparentent à une dépression ou à une très grande fatigue. Leur médecin a donc conclu à l'andropause.
Et voilà les petites pilules magiques. Avez-vous essayé de modifier la dose? Oui, ça, je voulais vous le dire. Oui. Je veux pas vous faire de tricherie. Non, je l'ai essayé une semaine. Puis ça, c'est des raisons un peu personnelles. Puis j'avais des gros travaux à réaliser. Vous avez augmenté à combien? 3 comprimés de plus. Vous êtes passé de 6 à 9 comprimés par jour. Exactement, exactement. Puis qu'est-ce qui s'est amélioré avec ça? Tout. Moi, je m'évaluais à 70 Moi, je dirais qu'elle a augmenté de 10 c'est-à-dire à 80 Alors, du côté de l'érection, est-ce qu'il y a eu des modifications avec l'augmentation de dose? Oui, bien, une amélioration. Moi, je dirais. Oui. Qu'est-ce qui s'est amélioré? Ben, moi, je dirais même la durabilité, La et durée? la rigidité, OK. et puis pas la longévité. Non. Le désir? Oui, le désir aussi. Oui. Ça a baissé pas mal. Vous avez perdu du poids? Pour l'instant, Hubert Marion ne connaît que les effets bénéfiques de l'andriol. On ne sait pas ce que ça peut provoquer chez lui à long terme. Ça ne fait que 2 ans qu'on prescrit de l'andriol à des hommes qui, comme lui, ont une réduction normale de testostérone. Auparavant, ce médicament servait principalement à traiter ceux qui souffraient d'un arrêt presque complet de production de testostérone. Plusieurs recherches sont en cours actuellement pour savoir si l'andropause est une réalité. Les vraies réponses restent à venir, mais pour l'instant, il y a beaucoup de sceptiques dans le milieu médical. Un de ceux-là, c'est Bernard Robert, une sommité dans le domaine. Dans son laboratoire de l'Université McGill, il fait des recherches sur le système reproducteur de l'homme depuis plus de 20 ans. Son modèle, ce petit rat, le Brown Norway, dont le système reproducteur ressemble étrangement à celui de l'homme. Au point de vue médecine, est-ce qu'en fait, réellement, il a été démontré que donner ces doses va aider les hommes? Ce n'est certainement pas reconnu. Il y a beaucoup de personnes qui vous diraient que ça ne sert absolument à rien. Même si le professeur Robert donnait de la testostérone à ces petits rats vieillissants, à peine 2 profiteraient vraiment du traitement, explique-t-il. Ceux, en fait, qui souffrent d'hypogonadisme, c'est-à-dire qui ne produisent à peu près plus de testostérone. Pour les hommes, ce serait exactement la même chose. Et les fonctions sont normales mais réduites. À ce moment-là, ça ne va servir essentiellement à rien. Elisabeth, ça va être prête, le tien, là. Des hommes nous ont pourtant dit, depuis quelques mois que je prends de l'andriol, je me sens en pleine forme, j'ai plus d'énergie sexuelle, physique en général. Qu'est-ce que vous croyez de ces témoignages-là? Il peut y avoir 2 groupes. Il peut y avoir un groupe, en fait, ce sont des hommes qui étaient hypogonadiques, donc des hommes qui en avaient réellement besoin, ça les aide. C'est très possible. Il peut y avoir un effet transitoire. Donc, de façon transitoire, il va y avoir un taux dans le sang de testostérone qui va être plus élevé, mais c'est temporaire parce que le système va se réajuster. Mais il ne faut certainement pas oublier l'effet placebo. L'effet placebo est un effet très important qui peut aller, pour certains médicaments, par exemple pour l'usage de l'aspirine pour les maux de tête, ça peut aller jusqu'à 70%. L'effet placebo, c'est pas un effet réel. C'est très réel si le corps le perçoit en tant que tel. C'est-à-dire que c'est un effet qui est contrôlé par le cerveau. Si la personne perçoit qu'elle se sent mieux, elle se sent mieux. Moi, dans mon cas, je ne penserais pas que c'est un effet placebo parce que c'est impossible de ne pas filer puis de filer comme je file actuellement. C'est impossible, me semble. Parce que l'effet placebo, je pense, ce que j'avais déjà entendu dire, ça ne dure pas tout le temps non plus. C'est rien que temporaire, ça. Peut-être qu'au début, c'est peut-être vrai, mais après ça, là, c'est vraiment le médicament qui... S'il me donnerait des fausses pilules, je ne suis pas sûr, moi, que je serais en forme. Bonjour! On arrive. Ce cinéaste amateur, c'est Roland Tremblay. Il est endocrinologue et président de la Société canadienne d'andropause. Il se prépare à filmer le témoignage d'un de ses patients. Il en a besoin pour convaincre ses collègues que plusieurs problèmes de l'homme vieillissant s'expliquent par un déficit hormonal. Dans votre vie de couple dont vous avez évoqué, on a parlé des... J'affirme que l'andropause est une réalité contemporaine. Je pense qu'il y a une composante sociale, oui, mais d'abord et avant tout, la résultante observée à 50 ans peut être associée à une diminution progressive des hormones masculines dans le sang de l'homme. Et selon lui, le meilleur traitement sur le marché, c'est l'andriol. Il y avait cette résistance lorsqu'on a pensé
qu'il était bien de traiter ou de proposer aux femmes une hormonothérapie pour la ménopause? C'est la même chose. C'est exactement le même patron sociétal. Chef cuisinier. En fait, la question est de savoir s'il faut combler ce déficit hormonal chez l'homme, comme on le fait pour la femme en ménopause. Si la réponse serait oui, si par hasard elle serait oui, la taille du marché est monumentale et des grosses fortunes se feraient. Est-ce que c'est de ça dont profitent certaines compagnies actuellement? Elles ne vont jamais l'admettre, mais il est certain que c'est un facteur sur lequel elles jouent. Une compagnie n'existe que pour faire de l'argent. La raison pour laquelle une compagnie existe, c'est qu'elle veut avoir des bénéfices. Il y a plusieurs compagnies pharmaceutiques qui s'intéressent à l'andropause. Au pays, Organon est la plus connue. C'est une entreprise néerlandaise qui exporte dans 50 pays. Organon, c'est une division de la multinationale AkzoNobel dont les ventes totalisaient près de 38 milliards de dollars en 1998. Les données internationales rapportent, c'est qu'il peut y avoir peut-être 20 des hommes qui vont atteindre l'âge de l'andropause qui peuvent être susceptibles de bénéficier d'un traitement comme celui-là. Si ce qu'on pense dans le moment, ce qu'on comprend, c'est-à-dire qu'effectivement, que les hommes vieillissants ont une déficience en testostérone. Ceci semble documenté. Tous les hommes subissent cette déficience-là. Maintenant, à un niveau plus ou moins élevé, à un niveau où est-ce que ça va causer des effets secondaires ou non, ceci est en train d'être élucidé. Si l'Andriol peut répondre aux besoins de ces patients-là, bien, tant mieux pour le patient et tant mieux pour Organon. En quelque sorte, tout le monde y trouvera son compte. Sur l'appareil musculo-squelettique... L'andropause est dans l'air. Ce soir-là, à Sherbrooke, plus de médecins que prévu s'étaient déplacés pour entendre la conférence de Roland Tremblay sur l'andropause. Tout ça aux frais d'Organon. Que la Société canadienne d'andropause ait quelques bailleurs de fonds ne nous gêne pas, parce que c'est monnaie courante. Il faudra encore attendre quelques années pour savoir si ces résultats spectaculaires sont dans la tête ou dans la pilule. Hubert Marion a décidé de ne pas attendre la réponse. Lui, il y croit dur comme fer. Si on vous disait un jour que vous êtes obligé d'arrêter d'en prendre pour des raisons de santé, parce qu'il peut y avoir des contre-indications, je pense, pour des raisons cardiaques. Bien, à ce moment-là, je verrais ça. Et si à ce moment-là, vous perdez d'un coup ces 10 années-là que vous venez de gagner, vous y avez pensé? Entre le choix de perdre ta qualité de vie, des fois, il vaut mieux peut-être risquer le moins pire. C'est-à-dire? C'est-à-dire, si, admettons, avec l'Andriol, je fonctionne mieux, mais je continuerai, malgré que ça pourra m'amener à un autre genre de maladie qui est peut-être moins importante, admettons. Vous prendriez certains risques? Je crois que oui. Ah oui, oui. On dit que c'est l'andropause qui est à l'origine du démon du Midi. On fait beaucoup de blagues sur ce phénomène, mais c'est beaucoup plus sérieux qu'on pense. Comme pour les femmes, les hommes sont à la recherche de la jeunesse éternelle, sauf qu'ils la retrouvent souvent dans le regard de femmes beaucoup plus jeunes qu'eux, pour le meilleur ou pour le pire. Dans la quarantaine, c'est le démon du midi, c'est sûr. C'est sûr que ça fait agir. Le démon du midi, c'est le bonhomme de 45 ans qui voit quelque chose d'attrayant et puis qui court après. Peut-être qu'il y en a qui c'est plus fort que d'autres, je ne sais pas. Dans mon cas, c'était un volcan. Ce qu'a vécu Alan Miles n'est pas rare. Ce qu'il appelle le démon du Midi est une des manifestations de la crise du mi-temps de la vie. Habituellement, ça se passe entre 45 et 55 ans. Ce démon du Midi, c'est aussi un refus de vieillir ou de perdre du pouvoir. On ne sait pas encore si cette crise est une question d'hormones, mais ce que l'on sait, c'est que chez certains hommes comme Alan Miles, la tempête est tellement forte que rien n'y résiste, pas même la vie de couple. Je suis marié avec une femme depuis l'âge de 19 ans. Je rentrais chez nous, je m'assoyais, je faisais rien. Je m'occupais de ma petite popote, mes petites affaires. C'était comme si j'étais célibataire. On m'adressait la parole quand on avait besoin. C'est pas de se faire traiter comme ça, c'est de ne pas s'impliquer. C'est vous qui aviez créé ça ou c'était... C'est moi, sûrement, qui l'ai créé. Sur le côté de la gentillesse, de la politesse, de l'élevage des enfants, ainsi de suite,
t'en apprends. Mais sur le plan physique, si t'en parles pas, t'apprends pas. Sexuellement, vous voulez dire? Sexuellement. À ce moment-là, tu te dis, il y a d'autres choses. Mais j'ose pas y en parler. J'ose pas y demander ça. J'ose pas faire ci, j'ose pas. Fait que t'oses jamais. Fait que tu refoules, puis tu refoules, puis tu refoules. À un moment donné, il arrive une opportunité, pouf, tout saute. Une opportunité avait 27 ans. 27 ans pour un bonhomme de 40 ans, c'est beaucoup. Tout ce qu'un homme désirait à 40 ans était là. En pleine crise, plusieurs hommes constatent qu'ils en ont assez des responsabilités familiales. Ils veulent retrouver l'insouciance de la jeunesse que souvent, ils n'ont pas pris le temps de vivre pleinement. C'est ça que Claudine, avec ses 27 ans, promettait à Alan Miles. C'est ça. La liberté, la jeunesse, l'action. Les lignes de conduite sont peut-être un petit peu plus larges que ma première épouse. Et puis ça, j'ai aimé ça. La vie amoureuse, la vie sexuelle, commencer avec un homme de près de 20 ans de plus vieux que soi. Ah, ben ça, c'est bien. Je veux dire, je pense que c'est encore meilleur qu'avec un jeune de notre âge. Je veux dire, c'est pas la même chose. Il y a beaucoup plus de maturité là-dedans. C'est pas juste un jeu, parce que je trouve que les jeunes aujourd'hui, c'est un vrai marché. C'est plus sérieux. Tu te sens plus en confiance. T'as pas peur d'être joué. Non, ça va. Je pense que les hommes sont à leur meilleur encore jusqu'à 50 ans. Qu'est-ce qui arrivait des deux autres enfants que vous avez eus d'un premier mariage pendant ce temps? J'étais un peu gêné de le dire aujourd'hui, mais je les ai laissés de côté. Il va jouer à cachette. Attention, pas tomber, là. Et comme ça se passe souvent avec une conjointe plus jeune, un autre enfant est arrivé, le petit Brandon. Tu l'as trouvé? Ah, j'ai hésité. La peur, toutes sortes de craintes. Je savais que ça chicotait avec Claudine énormément. Puis je l'aimais beaucoup, Claudine. Elle était bien fine. Et puis, j'ai dit oui. On est mariés maintenant. On se marie encore beaucoup dans notre société du divorce. Mais est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui croient que le mariage, c'est pour la vie, en dehors des jeunes mariés eux-mêmes, le jour de leur mariage? Il y a peu de chance. Les divorces ne cessent d'augmenter et ils augmentent aussi chez les 50 ans. Rosemarie Charret est présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Ça fait plus de 20 ans qu'elle scrute à la loupe les relations hommes-femmes. Vous savez, on a les crises qu'on peut se permettre d'avoir. Le phénomène des séparations de couple, c'est un phénomène relativement récent dans l'évolution de la société. Alors, les baby boomers, les hommes qui ont aujourd'hui autour de 50 ans, ont généralement une liberté plus grande que les générations précédentes ont eue. On a l'impression donc que les gens font plus de crise de la cinquantaine. Peut-être qu'ils en font pas plus, mais l'agir, le geste est plus grand. Et donc le phénomène plus observable, plus frappant. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est souvent par une rupture qu'on règle cette crise. Et plusieurs hommes, comme Alan, recommencent leur vie avec une femme plus jeune. Et ce n'est pas par hasard. D'être en public avec quelqu'un qui est plus jeune que vous peut vous faire sentir plus jeune. Mais d'être dans l'intimité avec quelqu'un qui est plus jeune que vous peut vous faire sentir plus vieux. Est-ce que vous avez senti à un moment donné la différence d'âge avec lui? Si ça n'avait pas été de sa perte d'emploi, probablement que je l'aurais pas senti, ou plus ou moins, parce que c'est un homme qui bougeait quand même beaucoup. Vous savez, on dit on a l'âge du cœur, puis je pense que c'est vrai, c'est pas l'âge qui est important. Alan Miles a travaillé chez Air Canada pendant 16 ans. Il était instructeur du personnel au sol, un poste de prestige. Du jour au lendemain, c'est ça qu'il a perdu. Lui qui croyait avoir retrouvé sa jeunesse se fait dire que socialement, il reste un homme qui a vieilli. On perd son amour propre. On te met dehors, le bonhomme, parce que t'es trop vieux. Là. On va te remplacer par quelqu'un de plus jeune. La crise est majeure et le couple ne survivra pas. Après 10 ans de vie commune, c'est la rupture. Leur fils n'a que quelques mois. Wow, t'as des billes. T'as vu ça? Aujourd'hui, Brandon vit avec sa mère et voit son père régulièrement. Un DC3. Un DC3? C'est ça.
Est-ce que vous avez l'impression que vous l'avez laissé parce que c'était plus le gars fort, puissant, qui avait réussi, qui avait du pouvoir et du prestige? Est-ce qu'il avait perdu tout ça à vos yeux, là? Non, c'est sa façon de réagir à lui. Moi, d'après moi, quand on s'est laissé, j'ai même suggéré de faire une thérapie parce que je me disais, c'est comme un genre de dépression. Je le reconnais plus, cet homme-là que j'ai rencontré. C'est ça, il a changé à ce point-là. Le stress est énorme. Le stress, c'est pas endurable. Ni pour elle, ni pour lui. Lui, quand il boude dans son coin, qui est assis puis qui se berce, puis qui a peur, puis qui se demande où est-ce que je vais travailler, qu'est-ce que je vais faire. La perte d'un emploi à l'aube de la cinquantaine arrive au moment même où certains hommes ont déjà des doutes sur leur âge, sur leur corps qui vieillit. Un tel événement vient donc confirmer leurs doutes. Aujourd'hui, c'est dès 45 ans qu'on classe les hommes dans la catégorie des travailleurs dits vieillissants. J'ai envoyé 86 applications. J'ai pas eu une réponse. C'est dur, c'est le moral. Tu te regardes dans le miroir et tu te dis, bon, ben, c'est pas les compétences. C'est ton âge, l'apparence, le physique. Là, t'en prends une maudite débarque. Là, tu viens de prendre la débarque. C'est ma profonde conviction. Un individu qui veut rapidement, avec un peu d'effort, se retrouver dans la peau d'un jeune, il est capable de le faire. À 50 ans, André Raymond ne voulait pour rien au monde être perçu comme un pré-retraité ni comme un petit vieux par les plus jeunes. Alors il a tout fait pour évacuer dans sa tête et dans son corps toute idée et toute image de vieillissement. Vous avez quel âge dans votre cœur, là, maintenant? J'ai passé les 5 dernières années entre 15 à 17 ans. J'ai essayé de monter à 18 ans. Et je suis resté présentement entre 16 et 17. Et quand il est question de look jeune, il faut parfois carrément passer par la chirurgie. Suite à 3 transplantations de cheveux qui ont eu lieu sur une période de 2 ans, j'ai commencé à retrouver le nouveau personnage qui est moi-même, qui était toujours moi qui dormait à l'intérieur de moi-même. C'est une personne jeune qui voulait continuer à vivre, qui voulait aller chercher le meilleur de lui-même, d'être capable de le transporter dans le temps. Donc, ça a eu un énorme impact tant au niveau de mon travail professionnel, où est-ce que c'est que j'ai commencé tout de suite à être avantagé sur d'autres personnes qui exercent le même travail que moi et qui ne vont pas chercher ce côté-là. Voilà, une photo de l'arrière. Après ça, je vais vous prendre une photo de la piscine. Physiquement, évidemment, on dégage une image jeune. Donc, par conséquent, c'est beaucoup plus rassurant de savoir que tu es, entre guillemets, servi par une personne avec un look jeune, mais avec un bagage d'expérience. Ça devient un point de vente favorable. Les gens adorent ça. Il y a de plus en plus d'hommes qui demandent à un chirurgien de corriger des paupières qui tombent, un double menton ou une bedaine trop grosse. Mais la greffe de cheveux demeure l'intervention la plus demandée. Elle totalise près de 50% de tout le travail des chirurgiens esthétiques sur les hommes. Les baby boomers, ils ont les moyennes, ils ont le temps, ils ont la volonté de rester plus longtemps, de jeune plus longtemps, alors ils y vont plus. Ils veulent paraître jeunes, le plus jeune qu'ils paraissent, le mieux ils se sentent dans leur peau, le plus de succès ils vont avoir dans la vie. C'est considéré comme un signe de succès, je pense. Une belle maison, une voiture qui est bien, si tu parais bien, un habit bien, ça va tout ensemble. Et une femme jeune. Une femme jeune. Peut-être 2 femmes jeunes. Pendant cette période de remise en question, André Raymond a lui aussi senti le besoin de rompre avec sa première épouse. Depuis, il a une nouvelle compagne. Une compagne avec qui il partage sa passion pour l'exercice physique. Un travail de tous les instants quand on veut, comme lui, garder la forme et l'image de la jeunesse. Quand on arrive dans la cinquantaine, socialement parlant, on procède à un débranchement. Après ça, évidemment, à prendre les plis, à suivre, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que les livres de psychologie disent. À un moment donné, on accepte d'être vieux, un peu de s'en aller peut-être dans le rôle du grand-père, style grand-père. La société elle-même qui dit aux gens de 50 ans, tassez-vous, laissez la place aux plus jeunes.
Et c'est une place que moi, personnellement, comme individu, il y en a qui acceptent de la laisser. Moi, je ne l'accepte pas parce que j'ai l'intention de continuer facilement 2 autres décennies très actifs dans la société. Quand Gaston Vachon s'est approché de la cinquantaine, lui aussi a traversé une crise majeure. Il a eu peur. Peur que sa vie soit derrière lui. Peur d'être en train de devenir vieux. Il voulait un changement radical. À l'âge où il aurait pu tranquillement préparer sa retraite, il a recommencé une deuxième famille. J'ai 2 garçons. J'en ai un de 30 ans et puis un autre de 26 ans. Et puis plus récemment, disons, j'ai 4 jeunes enfants, dont le plus vieux a 7 ans. Le deuxième, 6 ans. La troisième, une petite fille, 4 ans. Et puis là, le dernier, un autre garçon, à 2 ans. Et vous avez quel âge? Moi, j'ai 55 ans. La première famille, ça a toujours très, très bien été. Je peux pas dire que j'ai pas été heureux, sauf qu'à un moment donné, c'est probablement une remise en question personnelle qui a fait que j'étais comme obligé de mettre fin à cette relation-là. Je ne voyais plus d'avenir. Qu'est-ce qu'elle avait, cette vie-là? La monotonie. Maintenant, il n'y a plus de place pour la monotonie dans la vie de Gaston Vachon. Au contraire, parfois, ça va même trop vite. Depuis 2 ans, j'ai plus de difficultés à suivre le mouvement que nécessitent les besoins de la famille. J'ai un manque d'énergie actuellement. Je pense que ça se dénote. Le printemps, je croyais que ça m'amènerait une nouvelle façon d'avoir de l'énergie. Je suis de plus en plus irritable, de plus en plus difficile à vivre. Le moral après un coup, je suis vraiment irritable. On me dit souvent, les enfants me disent « Papa, tu souris pas ». Puis moi, j'étais quelqu'un qui était vraiment joyeux auparavant, agaçant, etc. J'ai de la difficulté à être souriant dans une journée, à la maison. Ça vous angoisse, tout ça? Ah, c'est sûr, ça m'angoisse. J'avais toujours l'impression que ça reviendrait. C'est une question de climat. L'hiver, c'est difficile. L'automne était difficile. Cet hiver, ça a été vraiment difficile avec les enfants. Ils ont été malades à la tour de rôle, 4 aux médicaments en même temps, etc. Des petites opérations mineures. Une bonne vie de famille, en fait. Une vraie vie de famille. Une vraie vie de famille. Dans cette famille, on bouge beaucoup et le papa participe. Aujourd'hui, on joue au soccer. On va descendre. Dans quelques jours, ce sera le camping et plus tard dans l'année, le patin. Il n'y a vraiment pas de place pour le repos. C'est sûr que je les enregistre dans des activités sportives. Ça, c'est un prérequis à la vie actuellement. Mais moi, faire des activités sportives avec eux, faire du patin, difficile. Faire de la vélo, c'est difficile. Jouer dans la rue, c'est difficile. Se rouler à terre, c'est difficile. J'ai peut-être besoin de petits moments de détente, de repos, que je ne peux pas m'accorder actuellement. Suzanne Boivin a 36 ans, presque 20 ans de moins que son mari. Et la décision d'avoir autant d'enfants, c'est venu comment? Oh là là. Je sais pas. Moi, personnellement, j'ai toujours dit que j'en voulais minimum 3. Mais nous, on était 3 chez nous, puis on était tous rapprochés. Alors, je disais, la journée où on aura des enfants, ils seront rapprochés. Puis, en tout cas, à la base, quand je lui en ai parlé, c'était un petit peu pour le faire réfléchir davantage, je pense, là, pour lui dire, bien, regarde, là, sois certain là, que ça te plaît, parce que c'est minimum 3. J'avais toujours craint un petit peu un seul enfant. Là. Je trouvais que c'était peut-être difficile pour l'enfant. Et comment il a réagi quand vous ne viviez pas ensemble à ce moment-là? Vous n'étiez pas un couple, là? Non, pas du tout. À ma grande surprise, il m'avait dit aucun problème, je suis prêt. C'était vraiment de recommencer un nouveau défi. C'était vraiment ça. C'était pas une question d'être fatigué de ma vie antérieure, c'était d'avoir une ouverture, un nouvel horizon sur des choses que je pouvais faire, de me valoriser.
Je faisais souvent une farce à mon plus vieux, qui actuellement il a 30 ans. J'ai dit, si toi, tu peux pas faire de moi un grand-père, je vais m'occuper d'avoir des enfants. Oh! Depuis qu'il s'est séparé de Claudine, Alain Malz a retrouvé un emploi, moins prestigieux, mais qui lui permet de gagner sa vie. Il vit seul, mais il a renoué avec ses 2 fils nés du premier mariage. Et il passe le plus de temps possible avec son petit dernier, qui a maintenant 3 ans. Quand on est plus jeune, puis on a des enfants, on est plus rétif un petit peu. On est plus sensé, on est plus orienté sur la carrière que sur les enfants. Mais rendu à mon âge, on a tout le temps au monde pour les enfants. C'est extraordinaire. Wow! Quand je sors avec Brandon, c'est votre petit-fils? Non, c'est mon fils. Mais ça me fâche pas, parce que c'est sûr que j'ai de l'air d'un grand-père. Fait que je peux avoir de l'air d'un père bien avec un bébé. Là. OK. Comme ça. All right. Avoir un autre enfant à 50 ans, ça donne souvent des résultats exactement contraires à ce qu'on s'attendait. Un beau jour, on se sent vieux. Manqué. Ça me dérange de ne pas être là pour lui dans 30 ans. Quand il va avoir 30 ans, je vais en avoir 80. C'est beaucoup, ça. Parce que mon père, il est mort à 82. J'en avais, 50. Là, ça fait 2 ans qu'il est mort. Et puis, c'est une perte quand même. Fait qu'à 30 ans, ça doit être un peu plus dur, tu sais. Moi, ma crainte, c'est de partir rapidement, d'avoir des enfants qui n'auront pas eu la chance de connaître leur père en profondeur. Ça, c'est une crainte. La deuxième, c'est de vieillir avec eux, de ne pas être capable de suivre leurs activités, d'être comme un grand-père, pas un père. C'est mes 2 craintes. Vous en parlez à votre épouse? On n'a pas parlé encore vraiment de ça. Pourquoi vous hésitez à lui en parler? C'est un questionnement interne et puis j'ai pas l'habitude de me confier facilement. 3 hommes, 3 parcours différents avec des solutions différentes. Mais pour ces 3 hommes, la crise était la même et la peur était la même. Ils avaient peur de vieillir, peur de perdre du pouvoir sur leur vie. Aujourd'hui, dans la cinquantaine, c'est l'heure des bilans. J'avais tout. J'avais l'amour de mes fils, j'avais l'amour de ma femme. Maintenant que je fais la réflexion, que je regarde en arrière, j'avais de la belle propriété, j'avais le même job, le même travail. Oui, j'ai des regrets. Ce qui est fait est fait. On ne peut pas fermer la porte de la grange quand le cheval est parti. Il est parti. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a chez vous une forme de mensonge qui pourrait vous rattraper? De nier que malgré tout le temps passe? Ça m'est arrivé d'y penser, mais la réalité de ça, elle est tout simple. Je suis ce que je voulais être, je suis épanoui. Je représente aussi une personne qui, à l'intérieur, sait exactement ce qu'elle est. Je pensais que j'aurais l'énergie pour faire ça. Et là, présentement, ça décroît un petit peu. Est-ce que c'est au point où vous vous posez des questions sur votre choix? Est-ce que vous vous demandez... Pas du tout, non. Non. Je suis très fier de mon choix. Ça va... Moi, je crois que c'est momentané dans Vous croyez que c'est momentané? Ouais. L'âge, c'est pas momentané? Non, mais les enfants vieillissants, je vais pouvoir revenir à avoir un peu plus de détails. Jacques Ross est psychothérapeute. Il travaille principalement avec des groupes d'hommes et essaie avec eux de comprendre leurs crises. Mais c'est de la sienne dont il va nous parler. Dans sa vie personnelle, il est avec la même femme, Colette Thibodeau, depuis 23 ans. Mais il n'y a pas longtemps, son couple a failli ne pas survivre à sa crise à lui. Une crise durant laquelle il a tout mis sur la table. Son travail, sa vie de couple, mais aussi le type d'homme qu'il avait été jusque-là. Je pourrais, dans le fond, résumer la crise comme étant un grand doute. Un grand doute sur moi. Un doute plus puissant que tous les petits doutes qui m'avaient habité depuis mon enfance.
Jadis, je cherchais le pouvoir, donc la puissance. Et ça me plaisait beaucoup, hein, dans mon rôle d'enseignant à l'université, dans mon rôle de directeur d'établissement, dans mon rôle de sportif, joueur vedette de hockey de mon époque. Je viens de loin dans l'expérience du pouvoir et de la puissance. Partout dans sa vie, il aime l'exercice du pouvoir. Mais son assurance s'ébranle le jour où on met en doute ses compétences comme cadre supérieur au gouvernement. Dans la tourmente, il démissionne. C'est ça qui va déclencher sa crise. J'étais plus le super professionnel qu'on avait connu, ou en tout cas, parce qu'il y avait eu quelques décisions malheureuses ou quelques erreurs de jugement de ma part. Je pouvais facilement consentir là, à percevoir ça. Mais... Si vous aviez eu 30 ans, est-ce qu'on aurait agi différemment vers vous? Ah, mais je me serais probablement... j'aurais livré le combat. Je pense que si les événements extérieurs ont précipité, là, la fin du super-héros Jacques, là, le héros Jacques était aussi fatigué d'en porter si large et d'être si responsable et de vouloir tant être reconnu et performant, et, etc. Et là, tout à coup, on se retire dans ses terres. C'est ça. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'expression. Hein. On se retire dans ses terres et on commence à méditer sur l'événement et sur la race humaine et sur les relations de pouvoir et sur de l'utilité de vouloir jouer des rôles, de vouloir établir, dans le fond, des positions de force, etc., etc. C'était vraiment de retrouver de nouveaux points de repère intérieurs. Où est-ce qu'est notre boutique à fleurs? J'ai pratiqué beaucoup, moi, ce que j'appelle le détachement. Parce qu'autrement, je me serais laissée contaminer par les émotions qu'ils vivaient et par des fois la peine ou la colère. Et je me suis centrée sur moi et vraiment, je le regardais aller. Et de temps en temps, quand je sentais que c'était plus dur, une fois, je lui faisais toujours sentir que j'étais là. On va commencer par vérifier. Oui, OK, d'accord. Jacques, en pleine crise, ne connaissait pas que des bouleversements psychologiques. Son corps aussi montrait ses premiers signes de vieillissement. Ça va? Ça va, ça va. Moi, j'étais un homme extrêmement en santé et extrêmement fort physiquement. Donc, d'accepter que même ici, dans mes jardins, que je ne pouvais plus transporter aussi aisément les sacs de terre, soulever les pierres, transporter les meubles. Pour un homme performant, pour un homme fort, pour un homme puissant, c'est pas un gain, hein? Est-ce qu'on a l'impression qu'on est fini tout à coup? Oui, un peu. C'est comme... Il y a beaucoup de pertes. Beaucoup de pertes. Ça se traduisait en un peu perte d'estime de soi. Quel est ce nouvel homme un peu impuissant avec lequel je ne veux pas nécessairement composer? Il a senti le besoin d'aller voir d'autres femmes, c'est certain, pour aller vérifier ce pouvoir-là, ce doute-là, hein, pour aller calmer ce doute-là. Alors là, à un moment donné, ça devient, ça devient comme difficile à vivre, hein, très difficile à vivre. Vous vous sentiez menacé, rejeté? Oh oui, je me sentais trahie. Qu'est-ce que c'est? Durant cette période de remise en question, Jacques Ross a la certitude que le temps est passé trop vite. Et c'est dans les bras de jeunes femmes qu'il cherche sa propre jeunesse. C'est comme si j'avais pas suffisamment profité de cette jeunesse. Trop occupé à quoi? Peut-être à performer, peut-être à rechercher le pouvoir. Mais c'est comme si j'avais pas goûté suffisamment. Et durant cette période-là, c'est comme si tout ça remontait avec je dirais, un goût amer ou tout au moins une nostalgie. Hein? Puis c'est comme si refaire le pont avec les jeunes serait la source de jouvence. Hein? Ce serait la fontaine de jouvence. Bon, ça se passe jamais comme ça. Non? Expérience faite, ça se passe pas du tout comme ça. Comment ça se passe? Parce que c'est pas la fontaine de jouvence. Lorsque l'on côtoie une femme de 25 ans, elle a 25 ans. Elle a une peau de 25 ans, mais elle a aussi un cœur de 25 ans, une intelligence de 25 ans. Elle a une expérience relationnelle de 25 ans. Et
c'est à la fois donc très excitant et très décevant. Très excitant et très décevant. Colette, regarde l'oiseau, comment il est beau. Aïe, aïe. Je me sens plus menacée par les jeunes de 20 ans, 30 ans. Pas du tout, parce que je sens que pour Jacques et moi, là, en tout cas, je sais maintenant, je le sens profondément, qu'il y a vraiment comme un lien qui nous unit, là, très, très profond, très, très puissant. Et que, bon, je trouve ça drôle quand je le vois regarder les jeunes de 25, 30 ans. Je le regarde faire, là, tu sais. Je me dis, je trouve ça drôle de le voir aller. Oui, un peu. Ben, c'est toutes des modés voilà. Le corps de ma partenaire me sollicite encore, mais c'est parce qu'il est habité. Il est habité par vraiment une profondeur, une intensité, une joie de vivre. Et c'est une expérience différente. C'est une expérience totalement différente. Lorsque je vois une belle femme de 25 ans, c'est mon épiderme qui réagit. Enfin, certaines parties de mon épiderme, mais ça réagit à l'épiderme de cette jeune femme-là. Et ça, et de la conquérir, est-ce que c'est pas de se sentir encore puissant et encore... Oui, puis qu'elle daigne jeter un regard sur moi qui a 50 quelques années, bon, ben, puis un regard un petit peu enflammé. Si c'est un regard où elle dit « Bonjour, grand-papa », c'est peut-être moins agréable. Mais tu sais, si elle regarde et un petit feu dans l'œil, disons que ça fait ma journée. Il aura fallu 4 ans de tumulte à Jacques Ross pour sortir de cette crise et accepter que la vie ne serait plus jamais comme avant. Je pense qu'on délaisse le désir d'être reconnu comme puissant, d'être reconnu comme un super-héros, d'être le grand coq de la basse-cour, d'être celui qui ferait un sillon, de celui qu'on se souviendrait, etc., etc., etc. Il y a comme quelque chose qu'on doit abandonner, d'être le guerrier le plus reconnu de sa tribu. Je suis vraiment entré dans une autre dimension, la dimension de l'affectivité que j'avais mis un peu de côté. Donc, des liens au niveau du cœur, c'est ma préoccupation actuelle et quotidienne, autant avec ma partenaire qu'avec notre fils, qu'avec des amis, qu'avec mes clients. C'est vraiment ce lien-là réel. C'est pas ce que les femmes demandent aux hommes tout au cours de leur vie. Oui, tout à fait. Oui. Ici Radio-Canada.